sommaire, le retour de l'enfant prodige Sadio Mané, le tout nouveau ballon d'or africain attendu dans 3 heures à Dakar. Il sera fêté ce soir en présence du chef de l'État. Nouvel incendie au marché Petersen de Dakar. 4 magasins réduits en cendres. Des millions de francs CFA partis en fumée. Les sapeurs-pompiers ont dû déployer les grands moyens pour éteindre le feu. Retour sur le procès hier du meurtrier présumé de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental, Samba Sekou Sow, un accusé au comportement étrange, son portrait psychologique dans ce journal. Et puis au lendemain de l'installation du nouveau chef d'état-major général des armées, zoom sur l'une des priorités affichées par le général Biram Diop, la sécurisation et la protection des ressources pétrolières et gazières offshore du Sénégal. Les titres inter. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. 15 ans de travaux forcés contre le meurtrier du casque bleu sénégalais à Bangui. Le verdict est tombé et la MINUSCA dit prendre acte. Le crash d'un Boeing ukrainien fait 170 morts. L'appareil s'est écrasé ce matin en Iran. L'escalade de violence entre les États-Unis et l'Iran aura des conséquences fâcheuses sur la stabilité mondiale. À suivre les explications de professeur Aliou Diallo, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste des relations internationales. À tout à l'heure, Binta Diallo, pour les détails. Les titres sport. Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Sadio Mané, ballon d'or, le plus difficile commence. Mbaye Diouf Dia lui conseille de se battre pour rester au sommet. Le président de Mbour, Petite Côte, à suivre dans la page des sports. Au chapitre des réactions, toujours, Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre des Sports, demande à l'État de créer des centres de formation dans toutes les régions, cela dans le dessein de permettre l'éclosion de champions au Sénégal. Football en Espagne, un alléchant Valence-Real Madrid ce soir pour le compte des demi-finales de la Supercoupe. En attendant, FC Barcelone, Atlético demain. Le développement dans le journal des sports que vous nous présenterez tout à l'heure. Point de vue, aujourd'hui, nous mettons en débat les risques de friction entre la commission politique et le comité de pilotage du dialogue national à la lumière d'un communiqué dans lequel la commission politique met en garde contre la remise en question de sa composition et de son travail. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Il est allé, il a gagné. Ce soir, il rentre à la maison auréolé du titre de ballon d'or africain. Sadio Mané est attendu à 15h à Dakar, en provenance de l'Égypte, où il a été sacré la nuit dernière, après un accueil qui se veut vraiment populaire. Sadio Mané donnera une conférence de presse, puis ce soir, il sera fêté comme il se doit lors d'une cérémonie à laquelle assistera le président de la République. En attendant ce Sargal Sadio Mané de ce soir au musée des civilisations noires de Dakar, le sacre de l'enfant de Bambali a fait le tour du monde et des rédactions des plus grands médias internationaux. De Paris à Londres en passant par l'Espagne, l'international sénégalais a gagné également le respect de la planète foot. Revue de presse internationale signée Anna Rocha. Mané, grand de ce monde, titre France Football. Élu joueur africain de l'année en 2019, quasiment rien n'a résisté à Sadio Mané, écrit Timothée Crépin. Le journaliste du magazine spécialisé français pense qu'avec ce sacre logique, l'international sénégalais a gagné le respect de la planète foot. BBC Sport encense en mettant l'accent sur les performances de Sadio Mané en Première Ligue. Pendant la saison 2018-2019, il a aidé les Reds à remporter la Champions League, marquant 30 buts, toutes compétitions confondues. Et cette nouvelle saison s'annonce tout aussi prometteuse. Il a déjà marqué 15 buts avec Liverpool, qui est leader du championnat anglais avec 13 points d'avance sur Leicester. A very special moment for Mané, commente John Bennett de BBC World Service. Un jour, il m'a raconté que ses 2 héros d'enfance étaient Ronaldinho et El Hadj Diouf. Il avait à cœur de rendre ses fans et ses compatriotes heureux. Sa prochaine cible doit certainement être le ballon d'or FIFA. Fin de citation. Le Sénégalais devance Salah et Mahrez, titre Marca, avec une photo de Sadio Mané soulevant le trophée de la Ligue des Champions l'année dernière. La rédaction du quotidien sportif espagnol semble surtout s'offusquer de l'absence non justifiée de Mohamed Salah. Salah fue el único de los 3 nominados que no asistió a la gala de forma injustificada, lit-on dans l'article publié dans la soirée d'hier. Mo Salah
cède son titre continental, mais le meilleur joueur africain reste un sociétaire de Liverpool. D'ailleurs, c'est la deuxième saison consécutive que le top 3 des meilleurs joueurs africains est constitué uniquement de joueurs évoluant dans des clubs anglais. C'est ce que souligne Reuters dans son article repris ce matin par le New York Times. Anna Rocha, l'ancien ministre des Sports Abdoulaye Makhtar Diop parle du sacre de Sadio Mané et parle d'un sacre mérité. Il dédramatise par ailleurs les absences de l'Égyptien Mohamed Salah et de l'Algérien Riyad Mahrez à la cérémonie du Ballon d'Or africain. Ces absences sont justifiées selon l'ex-patron du sport sénégalais. Abdoulaye Makhtar Diop est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Je félicite Sadio Mané, et ensuite Génération Foot qu'il a formé. Je pense qu'il mérite amplement ce titre pour 2019, pour l'ensemble de ses performances au cours de cette saison. Et je pense que son profil est tel qu'avec un peu de travail, il peut aller un peu plus loin encore. La seule fausse note a été les absences de Salah et de Mahrez à la cérémonie de remise du Ballon d'Or africain. Que pensez-vous de ces absences? Je pense qu'il faut tempérer ces choses-là. Parce que la CAF aussi doit tenir compte du calendrier des championnats pour organiser des manifestations de cette envergure. D'abord, pour le cas de Mahrez, vous avez bien vu que hier, Manchester City jouait les demi-finales de la FA League contre Manchester United. Et même c'est Mahrez qui a marqué le second but. Donc hier, il avait une compétition très importante. Donc il ne pouvait pas venir. Le cas de Salah est plus délicat. Parce que Salah a un contentieux avec la Fédération égyptienne de football. Vous vous rappelez, il y a encore 2 semaines, à l'occasion de la fête de Noël, quand il a posté l'arbre de Noël avec sa femme, le mouvement islamiste de l'Égypte l'a menacé en disant que c'est presque un blasphème pour un musulman de célébrer la fête de Noël. Salah avait peur d'aller en Égypte parce que non seulement il a été très attaqué après l'élimination de l'Égypte en Coupe d'Afrique, plus maintenant tous ces problèmes qui se sont posés. Donc moi je l'excuse et ça je le comprends très bien. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Il est 12h08. Dakar s'est une nouvelle fois réveillé ce matin sur un incendie au marché Petersen. Le feu a réduit 4 magasins en cendres et les sapeurs-pompiers ont dû s'employer pour venir à bout des flammes. Voici le récit sur place de notre reporter Chertidiane Diagne. Tout autour du lieu du sinistre, quelques curieux et commerçants venus s'enquérir de la situation. Malgré le froid matinal qui sévit sur la capitale, ils constatent l'ampleur des dégâts. C'est au petit matin que les 4 magasins de pièces détachées de voitures ont pris feu. Aussitôt interpellés, les sapeurs-pompiers ont rallié les lieux pour circonscrire les flammes. Lieutenant Arona Diallo de la 11e compagnie d'incendie et de secours de la caserne Malixi. Sur les lieux, il s'agissait d'un violent feu intéressant 04 cantines de vente de pièces détachées à la rue Jalabert avec risque de propagation vers les cantines contiguës. La promptitude des secours et l'engagement du personnel ont permis de maîtriser rapidement le feu. La promiscuité qui sévit sur les lieux n'a pas facilité la tâche aux soldats du feu. Les difficultés majeures étaient d'abord l'accès au sinistre dû à l'encombrement de la voie, l'absence d'hydrant pour alimenter les engins en eau et la promiscuité des cantines. Il est aussi à noter une installation anarchique électrique dans toutes les cantines pratiquement. Le visage marqué par ce sinistre, le propriétaire des magasins estime la perte à plusieurs millions de francs CFA. Papignan. On m'a appelé vers 7h moins, mais le magasin avait déjà pris feu et les sapeurs-pompiers sont intervenus. La moitié du magasin a pris feu. J'ai perdu plusieurs millions. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée. Cependant, les incendies à Petersen, certes épisodiques, inquiètent les occupants de ce marché de pièces détachées automobiles. Revenons à présent sur le procès du présumé meurtrier de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental hier devant la chambre criminelle de Dakar. Samba Sekou Sow s'est plus fait remarquer par son comportement atypique que par la cohérence de ses déclarations et arguments, ce qui a mis les nerfs des acteurs du procès à rude épreuve et interroge sur le profil psychologique de l'homme. Après avoir couvert l'audience toute la journée d'hier, Amadou Sabarba nous présente l'accusé à la lumière de ses paroles et gestes à la barre.
La chambre criminelle de Dakar avait un hôte particulier hier mardi. Le présumé meurtrier de l'assassinat de Fatoumata Makhtar Ndiaye à la barre, Samba Sekou Diasso, a clamé son insolence. En répondant aux premières questions du juge, Samba a qualifié ce procès de mascarade et de complot contre sa personne en citant avec assurance Awa Niang et sa tante Fatoumata Sow. Très relax avec son sourire narquois, l'ex-amant de Mbenda Fall s'en est pris aux policiers. Il a même refuté tous les procès-verbaux. On dirait que je n'ai pas de famille, je ne réponds pas aux allégations des policiers car ils sont tous corrompus, a-t-il laissé entendre. Ensuite, c'est au tour des magistrats d'en prendre leur grade. Sur un ton arrogant et insolent, le présumé meurtrier Samba Sow toise les avocats de la partie civile. Je ne réponds pas à vos questions, dit-il. Malgré les menaces du juge pour outrage à magistrat, Samba Sow a continué son show avec une série de versions des faits différentes les unes des autres. Toujours au lendemain de l'ouverture du procès du présumé meurtrier de Fatoumata Makhtar Ndiaye, la famille de l'ex-vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental démonte les arguments de l'accusé à la barre. Selon le porte-parole de la famille, la stratégie du prévenu était de mettre en mal la famille de la défunte avec les responsables politiques de l'APR cités dans cette affaire. Ndongoka s'est rendu ce matin au domicile de la victime. RFM, la radio de toute l'actualité. Ndongoka que nous entendrons dans un petit instant, la députée Awa Niang, citée par Samba Sekou Sow parmi les commanditaires du meurtre de Fatoumata Makhtar Ndiaye, n'a pas souhaité réagir à ces accusations. Contactée par la RFM, elle déclare n'avoir aucun commentaire à faire. La parlementaire souligne que la vérité finira par éclater dans cette affaire. À présent, je vous propose d'entendre le reportage de Ndongoka au domicile de feu Fatoumata Makhtar Ndiaye, la famille qui réagit donc au procès qui s'est ouvert hier. Pape Ndiaye est le petit frère de Fatoumata Makhtar Ndiaye et porte-parole de la famille. Moi, tu me mets en rapport avec quelqu'un, je te vois pour la première fois, tu me donnes du lait, moi je porte. On n'y croit vraiment pas. Il a voulu voler, malheureusement le vol a mal tourné parce qu'il a acheté le couteau. C'était pas pour tuer la dame, mais il a acheté le couteau parce qu'il avait accès à toutes les clés, mais il n'avait pas quand même accès à la clé de l'armoire. Maintenant, il est entré dans la chambre avec le couteau pour pouvoir défoncer l'armoire. Malheureusement, la dame est sortie de la douche et l'a surpris avec le couteau ici. Journal à la main, Pape Ndiaye démonte les arguments de l'accusé. Selon lui, la ligne de défense de Samba Sow est cousue de fil blanc. Il a voulu respecter un engagement qu'il a pris avec une dame. 2 jours avant, c'est lui-même qui est allé récupérer les cotisations des GIE pour une valeur de 327 000 francs. C'est lui-même qui est venu remettre cet argent à la dame qu'il a mis dans l'armoire. Il s'est organisé maintenant pour venir récupérer cet argent-là pour pouvoir respecter un engagement. Il a voulu voler, c'est exactement ça. Dans cette affaire, l'on avait beaucoup parlé d'assassinat commandité à la barre de la chambre criminelle. Le présumé meurtrier a évoqué des noms de responsables politiques de l'APR à Pékin. Mais Pape Ndiaye fait allusion à une stratégie de manipulation. Nous connaissons quand même les relations que la sœur avait avec Ablaye Timbo. Nous connaissons les relations que la sœur avait avec sa tante. Nous connaissons aussi les relations que la sœur avait avec Awa Niang. Je ne crois pas que l'on puisse quand même dire que c'est Awa Niang. Non. Si vous étiez hier au procès, il a fait son show. Hier, le procureur a requis les travaux forcés à perpétuité contre Samba Sow. Le verdict du procès sera connu le 21 janvier prochain. Ndongoka Pikine, Radio Futur Média. Aspect de l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture à Sanguil, en lieu et place du ministre du Commerce. Il est accompagné du commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kaolack, du gouverneur et du maire de Latmingué. Il s'entretient actuellement avec les notables de Sanguil après avoir rassuré les responsables du point de collecte attaqués par des bandits il y a quelques jours. Dans 2 ans, le Sénégal sera producteur de pétrole et de gaz, mais pour exploiter les hydrocarbures offshore, il y a un défi à relever, celui de la sécurité. Le ministre des Forces armées en a fait cas au cours de la cérémonie officielle d'installation du nouveau chef d'état-major général des armées sénégalaises hier. Notre pays semble avoir pris les devants en passant commande auprès du constructeur français Piriou
pour l'acquisition de patrouilleurs océaniques destinés à la marine nationale. La Mauritanie a de son côté fait de même, mais la stratégie des deux pays est loin d'être la même. N'est-ce pas, Mohamed Ali Mouba? Pour le Sénégal, il s'agit de 3 patrouilleurs océaniques destinés à la marine nationale. Le contrat a été signé, souvenez-vous, à l'occasion de la visite du Premier ministre français à Dakar. C'était en novembre 2019. Livraison dans 44 mois pour 130 milliards de francs CFA. Ces 3 patrouilleurs sont dédiés aux missions de surveillance, d'identification et d'intervention. Dans les spécifications, il est signalé que le navire possède une capacité de dissuasion de premier rang grâce à ses systèmes d'armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne. Tout ce qu'il y a de plus moderne pour contrer d'éventuelles attaques sur les plateformes pétrolières. La Mauritanie, elle, a fait une autre option puisqu'elle a passé commande auprès de la Chine. Il s'agit d'un navire de guerre déjà même réceptionné en juillet dernier pour 42 milliards de francs CFA. C'est un navire mais polyvalent car ce bateau peut embarquer et débarquer 8 blindés et 150 soldats équipés. Il peut porter également 2 vedettes dont l'une peut contenir un véhicule 4x4 destiné aux missions de reconnaissance. Le bâtiment de guerre possède aussi une plateforme pouvant permettre l'atterrissage d'un hélicoptère utilisé pour les besoins de reconnaissance, d'assaut et d'évacuation. En clair, ce navire peut bien servir à la guerre, en plus de ses missions de surveillance sur les plateformes pétrolières. Dans l'actualité politique, la commission du dialogue politique met en garde contre toute tentative de remise en cause des conclusions issues de ses travaux. Elle souligne que toutes les conclusions ont fait l'objet d'un consensus. C'est à travers un communiqué de presse publié hier soir. Waljojo Ndiaye, un des représentants de la société civile au sein de la commission du dialogue politique, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. Il est facile des fois, par exemple, qu'il y ait des tentatives de remise en question des acquis que nous avons réalisés au cours de ce dialogue-là, quand même, qui a été assez pénible et qui a duré dans le temps. Moi, je pense que tout le monde doit être raisonnable dans cette affaire-là, c'est-à-dire c'est un communiqué de clarification des relations et que de la prise de responsabilité de la commission politique. Et que très clairement, que toute tentative de remise en question du travail qui a été accompli par la commission politique ne saurait prospérer. Ça, il faut que les gens le comprennent très clairement et que c'est dans ce cadre-là que ce communiqué a été publié pour clarifier les choses, pour montrer très clairement que un travail a été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase assez importante, notamment au moment où presque on est en phase de lancer le processus d'évaluation du processus électoral, qui est une vieille revendication de l'opposition, et de re-auditer le fichier, qui est une vieille revendication de l'opposition. Et je pense que c'est pas en ce moment-là qu'il faudrait remettre les choses en question. Et très clairement, je pense que notre posture, c'était de clarifier les choses et que pour que nul n'en ignore, que nous ne saurons accepter qu'il y ait une remise en question du travail accompli depuis 5 mois. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. 15 ans de travaux forcés contre le meurtrier d'un soldat sénégalais en Centrafrique. C'est un soldat des forces armées centrafricaines qui avait abattu notre compatriote, le caporal Racine Dieng, casque bleu de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, en 2016. Achille Désiré, le grand Yamanza, chef des FACA, a écopé de 15 ans de travaux forcés. Le verdict est tombé. Voici le président du tribunal de Bangui. Déclare Yamanza Achille Désiré Legrand coupable de meurtre commis sur Racine Dieng, jouissant d'une protection internationale, crime prévu et puni par les articles 51 et 312 du Code pénal. En répression, lui accorde des circonstances atténuantes, en conséquence le condamne à 15 ans de travaux forcés. Sur l'action civile, réserve les intérêts civils, condamne l'accusé aux entiers dépens. Accusé Yamanza Achille Legrand, vous avez 3 jours si la décision que la Cour criminelle de Bangui a rendue ne raconte pas votre agrément de vous pourvoir en cassation.
Le meurtrier qui s'était évadé a été interpellé lors d'une opération de braquage, reconnu coupable entre autres délits donc d'assassinat. La MINUSCA dit prendre acte à travers un communiqué. En Ukraine, un Boeing s'écrase et fait 170 morts. L'accident a eu lieu ce matin. Il s'agit d'un Boeing 737 ukrainien qui a craché en Iran, 172 morts. À bord, 82 ressortissants iraniens et 63 Canadiens. Les membres de l'équipage, tous ont péri dans le crash. L'appareil est de la compagnie Ukraine International Airlines. La boîte noire révèle des défaillances techniques. Tension Iran-USA, quelles conséquences pour la stabilité mondiale? Nous avons interrogé Souleymane, professeur Aliou Diallo, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette tension entre les États-Unis et l'Iran vont secouer la stabilité mondiale. Le spécialiste des relations internationales souligne que les Occidentaux se sont déjà rangés du côté des Américains et que le pôle iranien va s'organiser également. Professeur Aliou Diallo, que voici. Vous savez que le président Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, avait pour mission donc de rétablir un tout petit peu la force de cet État-là qu'il considère comme étant aujourd'hui terni par le passage de Barack Obama au pouvoir. Vous voulez redéfinir donc sa position au niveau donc du plan mondial. Et vous savez qu'aujourd'hui la région irakienne, iranienne, le Golfe, ce sont des régions qui sont névralgiques où les États-Unis sont intervenus de façon massive, ils ont leurs intérêts. Par conséquent, ce serait pour le président Trump aujourd'hui de pouvoir donner son point de vue, surtout qu'il est en difficulté aujourd'hui au niveau de son pays par rapport à son magistère. Il y a une procédure d'impeachment qui a été initiée par le député américain. C'est une façon pour lui de redonner son blason. Mais également, vous savez, ils ont frappé très fort avec l'assassinat de Soleimani, ce qui constitue un affront par rapport justement. La question qui se pose est de savoir, vous avez vu, aucun État occidental ne s'est prononcé sur l'illégalité de cette décision américaine qui a consisté à venir assassiner un Iranien dans un pays étranger dont on a violé la souveraineté iranienne. Et du coup, vous savez, ça signifie que les pays occidentaux se rangent du côté des États-Unis d'Amérique. Et également, le pôle de l'Iran également va se constituer et ça va créer ce qu'on pourrait appeler une tension mondiale. Je ne suis pas sûr que les jours à venir ce sont des jours apaisés. Par conséquent, oui, on pourra dire qu'il y a nécessairement ce qu'on pourrait appeler les germes d'un conflit mondial qui sont en train d'être semés. Il appartient à l'Organisation des Nations Unies donc de mettre en branle le mécanisme de sécurité collective en disant que s'il y a dans un pays du monde ou bien dans une région du monde ce qu'on pourrait appeler une remise en cause de la paix et de la sécurité internationale, pour que le Conseil de sécurité se réunisse et pour prendre une position, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Au Togo, dernier jour de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, scrutin prévu le 22 février prochain. Les candidats ont donc jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier auprès de la Commission électorale nationale indépendante. À ce jour, 24 formulaires de candidature ont été retirés à la CENI. Parmi les candidatures déclarées qui circulent, il y a celle entre autres de l'ancien chef de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Rendez-vous tout à l'heure à Point de Vue. Nous serons avec M. Bakary Domingo Mané, journaliste, professeur de communication politique, et avec Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication du quotidien Réumi. Et ce sera pour parler des frictions entre la commission politique et le comité de pilotage du dialogue national. Ceci à la lumière du communiqué paru hier, publié par la commission politique et mettant en garde contre toute remise en question des travaux déjà achevés au sein de cette commission. L'actualité sportive avec une très grosse surprise, Georges Déthié Diop, lendemain du sacre de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool fête cet après-midi au musée des civilisations noires. Mais rendez-vous raté, Sadio Mané ne vient plus à Dakar. Pas de sa faute, des soucis au décollage en Égypte. Liverpool a tout bonnement décidé de ramener Sadio Mané en Angleterre. Les explications de Bakary Cissé, journaliste au quotidien Record, nous l'avons joint tout à l'heure. Malheureusement, Sadio Mané ne sera pas de la partie cet après-midi au musée des civilisations. Bon voilà, c'est dur à comprendre. Effectivement, depuis le matin, vers le coup de 7 heures, nous étions à l'aéroport avec Sadio, le président de la Fédération sénégalaise de football, le deuxième vice-président, M. Abdoulaye Sow, Aliou Cissé, le sélectionneur, et Sadio et toute sa délégation pour se rendre au Sénégal. Malheureusement, à notre arrivée, on nous a fait comprendre que le jet privé qui devait le transporter n'avait pas son permis, n'avait pas encore
l'autorisation d'atterrissage à Tunis. Et donc nous sommes restés jusqu'à 14h heure locale sans nouvelles et finalement Liverpool a décidé de ramener son joueur à la maison. Donc c'est vraiment dommage pour informer l'opinion qu'effectivement Sadio Mané ne sera plus de la partie. Grosse déception en tout cas de la part des supporters de l'enfant de Bambali Souleymane qui l'attendait. Absolument. Ouais. Alors Sadio Mané, sacré ballon d'or africain 2019, un acteur du football lui demande de ne pas dormir sur ses lauriers. Après avoir remporté le ballon d'or, Sadio Mané se doit maintenant de rester au sommet. C'est la conviction en tous les cas de Mbaye Diouf Dia, l'ancien responsable des petites catégories à la Fédération sénégalaise de football, pense que l'enfant de Bambali va égaler les Samuel Eto'o et autres. Mbaye Diouf Dia dans RFM Matin ce matin. À travers le message qu'a envoyé M. le Président de la République à Sadio Mané, je crois que c'est symbolique que tous les jeunes Sénégalais doivent s'inspirer de cet exemple-là. Parti de rien du tout dans un petit village et arrivé au sommet du football africain, je crois qu'il fallait beaucoup de sueur pour le faire. Il faut que les gens comprennent que c'est pas venu par hasard, c'est le fruit d'un long travail méthodiquement mis en place et qui a donné aujourd'hui les résultats qui font la fierté de tout un peuple. Quels sont les prochains défis pour Sadio Mané? Oui, c'est comme on dit, le chemin, c'est le difficile et le chemin. Donc lui, il le connaît parfaitement. Je crois qu'il a su qu'il y a des gens comme Eto'o, comme Drogba, comme Yaya Touré qui ont cumulé 1, 2, 3, 4 fois le ballon d'or et il est possible qu'il puisse le faire. Il sait qu'il peut le faire, donc il est obligé de se maintenir au sommet parce qu'arriver au sommet c'est assez facile, mais y rester encore est plus difficile. Et le connaissant, je crois qu'on est parti pour un long bail avec ce trophée, Inch'Allah Rabbi. Donc il sait ce qu'il doit faire. Au chapitre des réactions, toujours Souleymane, l'ancien ministre des Sports Abdoulaye Makhtar Diop appelle l'État à créer des centres de formation dans toutes les régions du pays, ce qui va permettre d'avoir, selon lui, de futurs champions. Abdoulaye Makhtar Diop au téléphone avec El Hadj Ndiokoutien. Ce que l'État du Sénégal doit faire, c'est pousser le ministère de la Jeunesse ou le ministère des Sports à créer des centres de formation. Parce que Sadio Mané est sorti de Génération Foot, et nous avons aujourd'hui Djambar, et il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont du talent, mais leurs parents ne sont pas capables de payer leur formation. Donc il appartient à l'État d'essayer de voir comment créer dans chaque région un grand centre de formation et mettre tous les entraîneurs de premier degré, de deuxième degré, les inspecteurs de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a une discrimination, ceux dont les parents sont riches peuvent aller dans le centre de formation. Des jeunes qui ont des talents, dont les parents ne sont pas riches, ne peuvent pas y aller. Mais c'est également l'occasion de féliciter El Hadji Malick Sy Souris. Parce que El Hadji Malick Sy Souris, c'est lui qui a ouvert la voie avec le centre Jantina pour montrer que les clubs ne sont plus en mesure de former des jeunes talents. C'est lui qui a créé le premier centre Aldo Jantina. Je crois que les Tour Silva et tous sont sortis de ce centre. Georges Diop, évoquons maintenant quelques statistiques de Sadio Mané à Liverpool. Notez Souleymane et notez-le bien, jusqu'à aujourd'hui, Sadio Mané n'a jamais perdu un match avec Liverpool à Anfield, alors qu'il a signé chez les Reds en 2016, 51 victoires, 9 matchs nuls, 0 défaite, c'est ça Sadio Mané à Liverpool. Et l'on parle Navetan, phase départementale de l'ODCAV de Pikine. Cet après-midi, on joue les 8e de finale au stade Alassane Digo. À 15h, Bok Dieuf contre Sikap Mbao. À 17h, Medina Kell Castel. 19h, Yehu contre Ngalam. Football en France ce mercredi, la suite des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. L'Olympique lyonnais joue contre le stade brestois. Lille reçoit Amiens et le choc Paris-Saint-Germain-Saint-Etienne. Hier, le stade de Reims a battu Strasbourg au tir au but 4-2, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. En Angleterre, Leicester-Aston Villa pour le compte des demi-finales de la Capital One Cup, comprenez la Coupe de la Ligue. Hier, Manchester City a battu Manchester United 3-1. En Espagne, pour terminer à 19h, Valence-Real Madrid pour le compte des demi-finales de la Supercoupe. L'autre demi-finale va opposer demain le FC Barcelone à l'Atlético. Georges Diop, rappelons l'information qui nous est parvenue au cours de ce journal. Sargal Sadio Mané cet après-midi et ce soir. Sadio Mané ne sera pas de la partie en raison de problèmes administratifs pour son voyage au Sénégal. Liverpool a décidé de le rappeler en Angleterre. Donc il est en route actuellement pour l'Angleterre et il ne sera pas là cet après-midi ni ce soir. Ouais, Sadio Mané qui est retourné en Angleterre. Malheureusement, la fête ne sera plus belle.
Merci beaucoup, Georges Diop. Il est 12h30. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du communiqué publié hier par la commission politique au sein du dialogue national qui met en garde contre toute remise en question de la composition, de l'organisation, du fonctionnement et du travail déjà accompli par la dite commission. Va-t-on vers une friction entre le comité de pilotage du dialogue national et la commission politique au sein de ce comité du dialogue national? Pour en parler, nous sommes en direct avec deux confrères. Bakary Domingo Mané, journaliste, professeur de communication politique. Bakary, bonjour. Bonjour. Et avec Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication du quotidien Réumi. Bonjour Hassan. Oui, bonjour Suleiman. Alors, vous avez vu le communiqué qui est sorti hier. Quelle est votre analyse de cette communication de la commission politique et quelles sont vos anticipations sur ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Alors, qui va commencer? Ah oui, vous, Hassan. Ah d'accord, merci Suleiman. Merci beaucoup. En fait, je pense que ce sont des préoccupations qui normalement devraient être prises en compte par les termes de référence, le protocole interne. Je pense que c'est un communiqué que je ne m'explique pas trop parce que quand même, le problème d'articulation entre le dialogue national et le dialogue politique ne devrait pas se poser dès lors qu'on a mis en place une sous-commission nationale de dialogue politique. Cette sous-commission qui est chargée justement d'évaluer, de travailler sur les préoccupations d'ordre politique. Il ne me semble pas opportun dans ce cas de remettre les conclusions sur la table au niveau du dialogue national pour les rediscuter encore. Ce serait, à mon avis, maladroit. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, c'est de laisser la commission technique politique faire ses travaux, les remettre à la commission nationale pour approbation. Mais je ne pense pas qu'il faille revenir sur les termes des discussions qui ont lieu au niveau de la commission politique. Donc, vraiment, le communiqué me semble un peu bizarre. Je ne sais pas quelles sont les appréhensions nourries ça et là qui ont nécessité effectivement que les gens mettent en avant ce communiqué-là. En tout cas, en tout état de cause, au niveau des termes de référence, donc du protocole interne, ces préoccupations devraient être normalement prises en compte. Justement, Bakary Domingo Mané, avant d'entrer dans le fond, sur la forme, qu'est-ce qui peut justifier que la commission politique utilise un communiqué de presse, un communiqué public pour exprimer ses appréhensions alors qu'il y a d'autres canaux de communication possibles? Comment vous analysez ce mode de communication, ce choix fait par la Commission? Moi, je pense que d'abord, cette démarche, elle est incompréhensible. Donc, parce qu'en principe, comme le disait Hassan, que ce soit le dialogue politique ou le dialogue national, chaque entité, n'est-ce pas, a son cahier de charge. Ça veut dire qu'il y a des missions qui sont bien précises et les objectifs, n'est-ce pas, qui sont fixés. Donc, que la sous-commission du dialogue politique, disons, sorte ce communiqué-là, on peut supposer que peut-être qu'il y a un malaise qui ne dit pas son nom. Parce que peut-être si on y voit clair, voilà, certainement, il y a des choses, n'est-ce pas, qui ont amené, disons, les responsables de cette sous-commission à sortir ce communiqué, alors qu'en réalité, normalement, ces problèmes-là devaient être réglés à l'interne. Donc, ces frictions, déjà, vraiment, n'augurent pas quelque chose de bien. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, voilà, on se pose des questions et c'est des questions légitimes d'ailleurs. Pourquoi, si la mission vraiment du sous-comité, disons, du dialogue politique sont claires, parce qu'il s'agit de se prononcer sur des questions, n'est-ce pas, du processus électoral, tout ce qui est lié vraiment à des élections. Voilà quoi. Donc, c'est clair et net. Une fois que les conclusions vraiment sont arrêtées, je ne suis pas sûr que la Commission nationale puisse venir maintenant remettre ça en cause. D'autant que le président l'a même dit, les conclusions, une fois que vous aurez arrêté les conclusions, je vais les appliquer sans sortir une virgule. Donc, je n'ai pas compris vraiment cette démarche vraiment de la sous-commission. Certainement, il y a Anguille sous roche et pour moi, c'est des signes
n'est-ce pas, qu'il faut bien appréhender. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas chevauchement vraiment dans les missions et quelque part, voilà quoi, ça devient intéressant pour des journalistes d'aller voir, de creuser davantage. Justement, ça me semble l'une des pistes qui pourrait expliquer justement cette sortie de la commission politique pourrait être la composition, parce que le communiqué parle clairement d'une mise en garde quant à toute remise en question de la composition, parce que dans le comité de pilotage, il y a des membres qui sont là, ès-qualité représentants politiques. Or, la commission politique elle-même se définit elle-même, ses membres sont des représentants des partis politiques. Or, on voit qu'il y a des membres de la commission politique qui ne sont pas membres du comité de pilotage et vice-versa. Est-ce que ce n'est pas un risque justement de chevauchement qui inquiète un tout petit peu, en partie, la commission politique? Absolument, je pense que vous avez touché du doigt. Le problème, un des problèmes fondamentaux, c'est que justement, il y a peut-être un problème d'articulation au niveau des textes et de mise en place des commissions. Évidemment, à ce niveau-là, s'il y a un tâtonnement, comme ça semble être le cas, bien entendu, les uns et les autres pourraient nourrir un certain nombre d'appréhensions. Ce qui est clair, c'est qu'en dehors de cet aspect-là, il y a un second aspect qui est lié au fait que la commission politique travaille depuis très très longtemps pratiquement, et sans que la commission nationale ne soit mise en place. Vous voyez ce que ça fait. Alors qu'en réalité, on devrait faire le contraire. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord mettre la commission nationale et mettre les sous-commissions. Mais s'il faut mettre la sous-commission qui travaille depuis longtemps et après mettre une commission nationale, vous voyez ce que ça fait comme difficulté à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau, comme d'ailleurs au sein de la répartition des tâches au sein des ministères, entre les ministères, les agences et tout. Il y a souvent des conflits à ce niveau-là, des conflits de compétences, nommons-les comme ils sont. Donc des conflits de compétences existent. Et à mon avis, à ce niveau du dialogue, il est incompréhensible, comme le disait Bakary, qu'il y ait des problèmes, parce que ce sont les artisans du dialogue. Si eux-mêmes ne peuvent pas dialoguer, vous voyez ce que ça fait, c'est-à-dire comme contradiction énorme. Donc je pense qu'il est possible, entre le général Niang et bien sûr Famara, de régler ces questions rapidement et de se mettre au travail. Parce que n'oublions pas que Famara... Mais Hassan, est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi un conflit d'ego? Vous évoquez les deux personnalités. Oui. Est-ce qu'en filigrane, il n'y a pas justement un conflit de leadership, pour ne pas parler de conflit d'ego, je reformule, un conflit de leadership entre le général Niang, qui a mené à bien le travail qui lui a été confié depuis plusieurs mois, et Famara Ibrahima Sagna qui vient de mettre son pied à l'étrier et qui va démarrer un travail qui risque de remettre en question justement les conclusions qui ont déjà fait l'objet d'un consensus et de bousculer un peu la composition et l'organisation de la commission politique. Est-ce qu'en filigrane, il n'y a pas justement deux leaders qui risquent de se confronter? Voilà, c'est pas à exclure à ce niveau-là. Je pense qu'il est particulièrement gênant pour quiconque de voir son travail amorcé depuis longtemps être mis sous tutelle d'une autre commission qui vient de naître. Ça peut être gênant. Comme je l'ai dit tantôt, on avait mis la charrue avant les bœufs. Quelque part, on aurait dû mettre d'abord la commission nationale avant de mettre une quelconque sous-commission. Et c'est l'inverse. Donc ces gens, Niang et autres, ils ont eu l'impression d'avoir bien travaillé depuis très longtemps, d'avoir beaucoup plus de légitimité politique dans une certaine mesure, en tout cas au niveau du dialogue politique, et que bon, aujourd'hui on met tout sous la coupole, sous la tutelle du dialogue national, ça pourrait poser un problème. Mais quand on connaît les militaires, c'est un peu la discipline. La discipline, ils sont, je pense, c'est des gens qui sont très disciplinés. Malgré tout, ils sont très fermes sur les principes et les positions. Donc, c'est pas à exclure ce conflit d'ego. Maintenant, à mon avis, il doit pouvoir rapidement dépasser cela avec l'entre-gens du président de la République, parce que c'est quand même lui le maître d'œuvre de tout cela. Je pense qu'à mon avis, le président doit pouvoir régler les problèmes si jamais il y a eu impasse entre les deux. Et rapidement avancer au niveau du dialogue. Parce que ce qui est important pour les Sénégalais, c'est d'arriver à des consensus forts à tous les niveaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, les conflits de personnes ne devraient pas constituer un blocage important. Parce que le président de la République est là, il est là, le maître d'œuvre. Maintenant, il a fait confiance à des gens. C'est vrai que parfois, dans l'architecture des textes, il y a souvent des problèmes de ce genre, bien entendu, pouvant aboutir à des conflits de compétences. Mais cela ne doit pas
constituer un obstacle majeur de nature à remettre en cause les conclusions qui seront... Merci. Merci à vous, Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication du quotidien Réumi. Le dernier mot à Bakary Domingo Mané, journaliste, professeur de communication politique. Hassan Samb nous a opportunément amené à parler des solutions ou des pistes de solutions. Quelles sont, selon vous, justement, au-delà de ce qu'a dit Hassan Samb, les solutions qui sont sur la table? Quels sont les rôles et responsabilités de chacun pour dépasser cette situation et contourner un gros problème qui se profile à l'horizon du point de vue du président de la République et de chacun des deux protagonistes, c'est-à-dire le général Niang et Famara Ibrahima Sagna? D'abord, l'hypothèse que je pose, c'est celle-ci. Et si le problème venait de l'artisan même de ce dialogue-là, le président de la République, on ne peut pas comprendre. Depuis qu'il est venu, disons, après son élection, il a parlé vraiment de ce dialogue national. Bon, comment se fait-il que d'abord on commence à installer en sous-comité du dialogue politique, alors que l'entité principale elle-même, jusqu'à présent, on l'avait pas, et donc on a tardé vraiment à le mettre en place. Donc, est-ce que quelque part, c'est des questions qu'on se pose et c'est des questions légitimes d'ailleurs. Je me demande, est-ce que on n'a pas créé en amont les conditions vraiment de mésentente entre ces deux entités, histoire de pousser encore les échéances. Parce que dans cette affaire-là, le président de la République joue le rôle de quelqu'un qui a les manettes, n'est-ce pas, qui sait là où il va, et quelque part, moi je me demande, est-ce que c'est pas fait à dessein? Donc, parce que si c'était pas fait à dessein, et donc normalement dès le départ vraiment de la mise en place vraiment de cette commission nationale, évidemment les jeux devaient être clairs. On ne devait pas attendre que on commence d'abord par le dialogue politique et ensuite on installe le comité national. Mais comme vous le savez, il y avait l'urgence quand même d'un certain nombre de consensus sur notamment le report des élections et d'autres questions qui semblaient plus urgentes que les questions, disons, sociales ou de dialogue national au sens large. Suleiman, je pense que l'urgence ne saurait expliquer vraiment le retard enregistré dans la mise en place du dialogue national, du comité de pilotage. Ça ne peut pas le justifier. Donc pour moi, aujourd'hui, une fois de plus, je pense que c'est le président de la République, si vraiment il a montré une bonne volonté de parvenir vraiment à quelque chose de bien pour le Sénégal, devait en principe, disons, convoquer les deux teneurs, n'est-ce pas, de ce dialogue-là, d'un côté Famara Ibrahima Sagna et de l'autre, n'est-ce pas, le général Niang, et vraiment de mettre les choses au point. Merci beaucoup. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que tout ce temps que le général Niang et son équipe a fait, vraiment, ils ont fait un travail, ils sont arrivés à des résultats, que le dialogue national puisse vraiment remettre en cause vraiment tout ce travail abattu, quoi. Donc, c'est le président, la balle est dans le camp du président. Si réellement il veut que le pays avance, tout dépend vraiment de l'initiative qu'il va prendre dans les jours à venir. Très bien. Merci à vous, Bakary Domingo Mané, journaliste, professeur de communication politique.